Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici pour aborder la thématique qui a été prévue, à savoir les assurances professionnelles et leurs garanties en République démocratique du Congo. Alors, pour commencer, il est essentiel que nous puissions définir ensemble qu'est-ce que c'est un contrat d'assurance professionnelle. Le contrat d'assurance professionnelle est un contrat d'assurance qui est souscrit par une entreprise ou une personne qui est un professionnel indépendant pour se protéger contre le risque lié à son métier. Alors, quand je parle de professionnels indépendants, on voit les avocats, on voit les artisans, on voit également toute personne qui est donc propriétaire d'un cabinet, que ce soit de courtage ou médical. Alors, tout à l'heure, je parlais de risque dans la définition. Qu'est-ce que c'est un risque en assurance? Un risque en assurance, c'est en fait une situation qui peut se produire dans le futur. On a un risque de vol, mais pour les professionnels, il y a aussi des risques de vol. Il y a le risque lié au dommage qui peut toucher au bien du professionnel. Il y a aussi les risques liés à sa santé, à savoir il peut tomber malade à tout moment. Il y a le risque lié aux dégâts des eaux, à l'incendie et aux brise-glaces et brise-machines. Donc nous avons plusieurs types de risques. En matière d'assurance professionnelle, de façon globale, lorsqu'on souscrit à ces contrats-là, en tant que professionnel, certains sont amenés à aller en mission à l'extérieur du pays où ils ont souscrit leur contrat d'assurance. À ces moments-là, on va parler de l'étendue géographique de la garantie. Je donne l'exemple d'un avocat qui exerce ici dans notre pays et qui a un dossier au niveau de CIRDI, qui est donc la Cour internationale des règlements des différends, qui est basée à Paris. Et donc, il s'agit d'un dossier de contentieux international. Il doit se rendre au niveau de Paris pour plaider le dossier de son client. Est-ce qu'à ce moment-là, il est couvert dans le cadre de son activité à l'international? C'est la raison pour laquelle on parle de l'étendue géographique de la garantie. Donc, premièrement, à la souscription, beaucoup font l'erreur de souscrire uniquement sur le plan national, alors qu'il y a la possibilité de souscrire également sur le plan international pour être protégé sur ce qui adviendrait dans le cadre de l'exercice de sa profession à l'extérieur du pays. Donc ça, c'est la partie de l'étendue géographique de la garantie. Il y a ce qu'on appelle également l'aggravation des risques. L'aggravation des risques, c'est toute situation qui donne lieu à une augmentation du risque et qui expose le bien garanti ou la personne qui est donc bénéficiaire du contrat. Ça peut arriver lors d'un changement de situation, par exemple dans un cabinet où la porte d'entrée a été touchée soit par la pluie ou détériorée par la pluie ou par d'autres événements. Et à ces moments-là, la situation du risque s'est aggravée. Il est donc essentiel d'informer son assureur pour que ces derniers puissent prendre des mesures de précaution à mettre en place afin de mieux garantir le bâtiment ou l'entrée du cabinet. Alors, pour parler toujours des assurances, il est essentiel que nous puissions comprendre les principes fondamentaux de l'assurance. Quels sont les principes fondamentaux de l'assurance? Il en existe 5. Nous avons le principe de la mutualisation de risque. Le principe de la mutualisation de risque veut que toutes les primes qui sont collectées par l'assureur soient destinées à l'indemnisation du sinistre. Et le même principe voudrait qu'il n'y ait pas plusieurs cas de sinistre au cours d'une année. Alors, le second principe, c'est le principe de l'aléa. Le principe de l'aléa, c'est le principe qui veut que l'événement qui donnera lieu au sinistre ne puisse pas être planifié à l'avance de façon volontaire. Il faut donc laisser le cours de la vie produire le cas du sinistre ou la situation de sinistre. Donc, lorsque vous êtes
souscripteur d'un contrat d'assurance, vous ne devez pas vous-même occasionner l'arrivée de votre sinistre. C'est très très important. Le troisième principe, c'est les principes qui est de bonne foi. Les principes de bonne foi voudraient que la personne qui va voir l'assureur pour souscrire à un contrat d'assurance puisse être honnête et sincère dans sa démarche. C'est-à-dire, lorsque vous... Le principe, c'est les principes de l'indemnisation. C'est quoi les principes de l'indemnisation? C'est les principes qui permettent à ce qu'on indemnise l'assuré, sinistré, sans pour autant l'enrichir au moment de l'indemnisation. Alors, ces principes-là va de pair avec le principe de bonne foi, qui veut dire que lorsque l'assuré déclare le sinistre, il doit être en mesure de déclarer de façon sincère. Il ne doit pas ajouter le montant ou fabriquer de montant sur son sinistre pour bénéficier d'une indemnisation beaucoup plus importante. Donc, le principe de l'indemnisation dit qu'il ne doit pas y avoir d'enrichissement de l'assuré sinistré. Le dernier principe, c'est le principe de subrogation. C'est un principe juridique qui se trouve dans le domaine d'assurance également, qui fait que votre assureur, lorsqu'il vous indemnise, il prend en quelque sorte votre place, il récupère votre place pour exercer une action contre la personne auteur du sinistre. Après ces principes-là, nous pouvons donc évoquer les contrats d'assurance. C'est quoi un contrat d'assurance? Un contrat d'assurance n'est pas comme tous les autres contrats en droit. C'est un contrat un peu spécial. Pourquoi spécial? Lorsque vous allez souscrire auprès d'un assureur comme Activa Assurance, un contrat d'assurance, vous allez pour souscrire à des garanties. Alors, les garanties, qu'est-ce que c'est? Les garanties, en fait, c'est la couverture que vous allez bénéficier dans le cadre de votre assurance. Il y en a plusieurs garanties en matière d'assurance professionnelle. Nous allons voir un peu plus loin quelles sont ces garanties en fonction du type de contrat. Après les garanties, nous avons les exclusions. Les exclusions sont vraiment importantes en matière de contrat d'assurance parce que le jour du sinistre, vous allez être surpris de savoir que votre contrat excluait la situation qui a donné lieu à votre sinistre. Il est donc important au moment de la souscription de bien vérifier les différentes situations d'exclusion qui existent dans votre contrat. Après, nous avons les conditions. Les conditions sont pratiquement les mêmes que les autres types de contrats. Et nous avons les obligations des parties. Les obligations des parties concernent l'assuré et l'assureur. Pour ceux qui ne suivent pas, l'assureur, c'est la compagnie d'assurance. Donc retenez qu'à chaque fois que je vais dire l'assureur, c'est la société d'assurance auprès de laquelle vous allez souscrire votre contrat. Un peu comme mon partenaire Activa Assurance. Et donc, je disais que les deux parties au contrat ont des obligations. L'assureur, quelles sont les obligations de l'assureur? Qui souvent est négligé et pas maîtrisé. La première obligation, c'est l'obligation de l'information. L'assureur doit être en mesure de vous informer au jour de la souscription de votre contrat. L'assureur doit être en mesure de vous conseiller. Il doit être également en mesure de vous indemniser le jour de la survenance du sinistre. L'assureur a également l'obligation de vous envoyer ce qu'on appelle l'avis d'échéance, de sorte que vous puissiez décider du renouvellement de votre contrat ou non. Après, il y a les obligations de l'assuré. Donc, le professionnel qui va s'assurer a également des obligations. La première des obligations, c'est l'obligation de la déclaration de risque. Cette obligation, elle est importante et capitale, d'autant plus qu'en cas d'une mauvaise déclaration du sinistre, ou plutôt du risque, vous allez vous exposer à une sanction qu'on appelle la déchéance de garantie.
Alors, pour ne pas être frappé de la déchéance des garanties, vous devez déclarer correctement et de façon sincère vos risques ou le risque que vous souhaitez garantir. Après cette obligation, il y a l'obligation des paiements des primes d'assurance. La prime d'assurance, ce sont des cotisations, c'est une cotisation, donc on appelle ça la prime d'assurance. Vous devez payer votre cotisation ou votre prime d'assurance à chaque fois que cela est nécessaire. Il existe plusieurs façons de payer sa prime d'assurance, mais ici, dans notre pays, en République démocratique du Congo, il n'y a qu'une seule façon qui est appliquée, sauf erreur de ma part, M. Sylvain. On a, dans certains pays comme la France ou la Belgique, la possibilité de payer sa prime d'assurance sur plusieurs mois. On appelle ça un système de mensualisation des primes. Vous avez la possibilité de payer de façon trimestrielle. À chaque trimestre, vous payez vos primes. Vous avez également la possibilité de payer de façon semestrielle. À chaque semestre, vous allez payer vos primes. Alors, dans notre pays, on n'a que le paiement unique de la prime de l'assurance. Vous êtes d'accord avec moi, M. Sylvain? Donc, c'est le paiement unique. Alors, le paiement unique a un avantage et un inconvénient. L'avantage est que vous payez et vous n'êtes plus redevable à votre assureur. Une fois que vous payez, c'est bon pour vous, vous vous êtes acquitté de cette obligation et c'est à l'assureur maintenant de vous indemniser en cas de sinistre. L'autre inconvénient est que lorsque la personne qui souhaite s'assurer n'a pas assez de moyens pour payer la prime d'assurance le jour de la souscription. Cela peut être un peu un inconvénient, mais ce n'est pas vraiment un inconvénient négatif. Après cette obligation de paiement, nous avons l'obligation de bonne foi. L'assuré plutôt doit être de bonne foi quand il va rencontrer l'assureur. Et c'est très capital. Et la dernière obligation importante, c'est l'obligation de la déclaration de sinistre. La déclaration des sinistres obéit à des règles de délai. Il existe des délais en matière de déclaration de sinistres. Nous avons un premier délai qui est de 5 jours ouvrables. Donc, vous avez votre sinistre, vous n'êtes pas obligé de déclarer le jour J, mais par contre, vous pouvez, s'il vous plaît, Michel, vous avez de la place devant, vous pouvez. Donc, je disais que vous avez la possibilité de déclarer dans un délai de 5 jours ouvrables. Si le sinistre survient un samedi ou un dimanche, ce n'est pas grave, la personne peut attendre lundi pour déclarer son sinistre. Et si le sinistre s'est produit un lundi, ce n'est pas également obligatoire, d'autant plus que le délai ne peut que courir au lendemain de la survenance du sinistre. Alors, en matière de bétail, quand il y a mortalité des bétails, le délai est réduit à 3 jours parce qu'il faut qu'il y ait une expertise sur l'animal qui est décédé. Et il y a ces délais-là aussi. Alors, si vous vous trouvez dans une situation dans laquelle vous ne pouvez pas déclarer dans les délais légaux de 5 jours ou de 8 jours, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des mesures de sauvegarde des biens sur votre sinistre. Vous devez protéger votre sinistre pour que son état ne s'aggrave pas. Alors, pour cela, l'assureur doit aussi en amont vous conseiller de sorte que vous puissiez essentiellement prendre les mesures le jour J. Après la partie relative aux déclarations de parties, nous avons fini l'essentiel sur le contrat d'assurance. Je vais donc vous parler des différentes polices d'assurance qui existent, pas seulement dans notre pays, mais dans le domaine de l'assurance. Alors, je salue d'abord la présence de mes confrères avocats et des journalistes, des professionnels de d'autres métiers. Merci d'être là, et de la santé également. Nous allons commencer par l'assurance responsabilité civile professionnelle de l'avocat. La première des choses, c'est de vérifier les caractères de cette assurance dans notre pays.
Est-ce que le législateur a prévu dans le Code des assurances que ces contrats soient un contrat obligatoire? D'emblée, c'est non. Alors, ce n'est pas parce que le législateur n'a pas prévu dans le Code que ce contrat n'est pas utile. Le contrat, il est très important et utile. Et il est d'ailleurs recommandé, mais dans d'autres pays comme la France, ce contrat d'assurance est obligatoire pour les professionnels du droit, plus précisément les avocats. Ils doivent souscrire. Alors, qui sont concernés? Vous allez me dire l'avocat ou les avocats tout court. Oui, mais n'oubliez pas que les avocats détiennent des cabinets d'avocats. Ils sont propriétaires des cabinets d'avocats. À ces moments-là, ils emploient également des juristes qui ne sont pas des avocats. Ils emploient des secrétaires qui ne sont ni juristes ni avocats et qui ont des obligations au sein du cabinet. Alors, l'avocat, lorsqu'il va souscrire à ces contrats, il doit pouvoir protéger toutes les personnes qui travaillent au sein de son cabinet. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais l'avocat, il connaît le droit, il ne peut pas s'exposer aux risques, ainsi de suite. Non, détrompez-vous, même les avocats courent des risques dans le cadre de l'exercice de leur profession d'avocat. Quels sont ces risques? Le risque pour un avocat, c'est lorsqu'il fait de la négligence sur une procédure judiciaire ou il ne prend pas les précautions nécessaires pour respecter les délais de prescription. À ces moments-là, il peut engager sa responsabilité. Un autre risque que court un avocat, c'est le risque lié au conseil. Si l'avocat donne un conseil, dans ces cas, on a une première garantie qui est la responsabilité civile professionnelle. C'est pour les avocats qui ont des grands cabinets et qui perçoivent souvent sur leur... L'avocat doit pouvoir être protégé en souscrivant la garantie. À chaque fois que je parle de garanties au profit des avocats, c'est des garanties qui sont réelles et qui existent. La protection juridique aura un avocat qui sera payé par son assureur. Nous avons également, ça peut être sur le plan psychologique, l'avocat qui est surpassé par l'événement qu'il traverse au point qu'il est déstabilisé émotionnellement, il peut demander à rencontrer un psychologue. À ces moments-là, la première d'exclusion dans le contrat des assurances, dans tous les contrats d'assurance professionnelle, concerne le sinistre qui doit être pris en charge. On a aussi un autre cas d'exclusion qui concerne les cas de fraude intentionnelle, c'est-à-dire de façon volontaire, l'avocat décide de faire de la fraude. À ces moments-là, à l'assurance risque professionnel de l'architecte, de cabinet d'architecture, ils doivent également souscrire à des contrats d'assurance. Pour les architectes, le caractère de ces contrats-là est obligatoire, d'autant plus que le législateur congolais en 1888 avait déjà inscrit dans le Code civil l'obligation de la responsabilité civile décennale de l'architecte. C'est quoi cette obligation de responsabilité civile décennale? C'est une responsabilité qui engage l'architecte pendant 10 ans après la remise de l'ouvrage. Donc, il vous construit votre maison, il reste tenu à votre garde pendant 10 années. Et si il y a des problèmes sur l'ouvrage qui a été construit, vous allez pouvoir engager la responsabilité de votre architecte. Le risque en matière de l'assurance responsabilité civile professionnelle de l'architecte, c'est lié aux erreurs de calcul. Ça peut être lié également au non-respect des normes de construction. Également, ça peut être le problème lié, tout à l'heure je disais erreur de calcul, normes, et l'oubli dans la conception, ou une faute intentionnelle, ou voire un retard de livraison de l'ouvrage. Par ailleurs, si l'architecte
estiment estime moins le coût de construction de votre ouvrage, il peut engager sa responsabilité. Ce n'est pas à vous de rajouter encore un fonds pour qu'il aille au bout de sa mission. Donc, le législateur oblige l'architecte à bien estimer le coût financier de construction d'un ouvrage, de sorte que le maître d'œuvre ne puisse pas être obligé de payer de nouveau. Quelles sont les garanties que peuvent souscrire les architectes? Vous allez voir qu'il y a souvent un peu de ressemblance des garanties. Mais soyez sûr que c'est des garanties qui sont différentes dans chaque contrat, à l'exception de la garantie responsabilité civile professionnelle qui viendra à chaque fois. Et il y a d'autres cas aussi, la protection juridique qui est une garantie viendra également à chaque fois. Nous avons la perte d'exploitation. C'est une garantie qui permet à l'architecte qui fait face à un problème suite à une décision de l'autorité publique, on ferme son cabinet. À ces moments-là, l'architecte n'a plus de moyens pour subvenir à ses besoins. Il n'a plus de revenus. Qu'est-ce qu'il doit faire quand il n'a plus de revenus? Il ne peut pas travailler parce que son cabinet est fermé, soit par la justice ou par l'autorité publique. Il doit souscrire à la garantie de la perte d'exploitation de sorte que son assureur puisse lui payer une somme d'argent qui va remplacer ses revenus. Il aura donc des mensualités de paiement de cette garantie-là. L'autre garantie, c'est la protection juridique. Il aura besoin d'un avocat pour l'aider à faire face à la justice ou pour contester la décision de fermeture et d'autres problèmes qu'il pourra rencontrer. Par ailleurs, il aura une garantie de la responsabilité civile après livraison de l'ouvrage. Après livraison de l'ouvrage, il y a plusieurs situations qui peuvent survenir, donc il est nécessaire pour l'architecte de souscrire à cette garantie-là. Voilà en résumé les éléments essentiels sur le contrat et la responsabilité civile de l'architecte. Les exclusions, c'est pareil. S'il n'y a pas, le sinistre n'entre pas dans le cadre professionnel, il y a une autre porte d'entrée, n'hésitez pas à ouvrir la deuxième porte d'entrée pour les personnes qui arrivent. Et donc, l'architecte va pouvoir engager sa responsabilité après la livraison de l'ouvrage. Ensuite, pour les exclusions, je disais que l'une des premières exclusions qu'on trouve dans le contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle, c'est l'exclusion en rapport avec une situation qui n'entre pas dans le cadre professionnel. Si la situation relève de la vie privée, l'assureur ne va pas vous indemniser ni mobiliser votre garantie. Alors, nous allons voir l'assurance responsabilité civile des dirigeants des sociétés. Qui sont concernés par cette assurance-là? Nous avons deux catégories de dirigeants. Les dirigeants de droit et les dirigeants des faits. Qui sont les dirigeants de droit? Les dirigeants de droit, ce sont tous les directeurs ou tous les dirigeants qui ont été investis dans les cadres des statuts de la société ou par la loi. Nous avons les directeurs, les différents directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints. Nous avons les présidents du conseil d'administration dans les sociétés anonymes. Nous avons également le membre du conseil d'administration ou même le membre du comité de surveillance de la société ou du directoire de la société. Pourquoi? Ces personnes, en réalité, sont là pour assurer la gestion de la société. Et quand on a la responsabilité de gérer une société, il peut y arriver qu'on soit exposé à des risques de mauvaise gestion, sans pour autant que cela soit volontaire. Alors, c'est dans ces cas d'espèce que
l'assurance responsabilité civile professionnelle des dirigeants va jouer tout son rôle. Quels sont les risques? Nous avons le risque de la mégestion, donc de la mauvaise gestion. Nous avons le risque qui est lié à une mauvaise déclaration des données. Ça peut être sur les chiffres d'affaires. Nous avons également d'autres risques qui peuvent lier à l'imprudence des dirigeants, ou voire même à leur incompétence. À ces moments-là, leurs actes de gestion vont avoir des conséquences sur la vie de la société. Comment trouver une solution qui va protéger la société, d'autant plus qu'il y a plusieurs salariés qui travaillent au sein de la société et qui ont des familles, ainsi de suite. C'est pourquoi les législateurs et les assureurs comme Activa Assurance, qui est mon partenaire, ont réfléchi et pris l'initiative de proposer un produit pour les dirigeants des sociétés qui peuvent s'assurer dans la branche non-vie. On a également la branche vie où ils peuvent s'assurer également. À ces moments-là, ils auront des garanties qui vont couvrir tous ces risques. Excusez-moi. Qui vont couvrir tous ces risques. Nous avons une première garantie qui est donc la garantie de la responsabilité personnelle du dirigeant. Cette garantie va protéger les dirigeants en cas de risque ou de sinistre pour que ces derniers ne puissent pas dépenser ces moyens financiers au profit de la société. C'est l'assureur qui va prendre en charge. Nous avons le frais des défenses à la justice. Nous avons les garanties qui sont souscrites. Elles sont plusieurs. Je disais, la première garantie, c'était la responsabilité personnelle du dirigeant. La seconde garantie, c'est la garantie des frais de justice ou des frais de défense. C'est un peu comme la garantie protection juridique. Donc, votre assureur va payer l'ensemble des frais de justice pour vous et vous n'aurez pas à dépenser un centime dans votre poche. Nous avons également la garantie liée à l'enquête administrative. Les frais qui vont être occasionnés dans la vérification de votre gestion, cette garantie va les couvrir directement. Nous avons également, n'hésitez pas à ouvrir la deuxième porte d'entrée s'il vous plaît, il y a une deuxième porte d'entrée. Nous avons également la garantie en rapport avec l'image de la société. Parce que lorsqu'il y a un dirigeant qui fait de la mégestion, le nom de la société en prend un coup. Alors, comment protéger l'image de la société pour que les clients continuent de faire confiance à la société? Je ne vais pas citer le nom d'une société qui est également dans le secteur d'assurance. Engager sa responsabilité en cas d'intoxication alimentaire. C'est-à-dire, dans la clinique, il y a un restaurant qui livre des repas aux patients et si les repas est contaminé par des bactéries ou par d'autres types de substances et que cela donnait lieu et également dans le secteur touristique et d'autres. L'autre garantie, c'est encore la protection juridique. Parce que ça va donner lieu à ce qu'on appelle le contentieux. Donc, le litige va naître. Et qui doit prendre le litige en charge? Qui va payer l'avocat? Est-ce que c'est la clinique ou le médecin gérant de la clinique ou d'autres personnes? D'où l'intérêt d'avoir toutes ces garanties dans son contrat, de sorte que le jour où il y a un sinistre, qu'on ne puisse pas être amené à dépenser encore de l'argent. C'est d'ailleurs ça l'intérêt de souscrire à des assurances auprès des Activa. Nous avons absolument pour le dire ainsi, pour le féliciter, pour l'encourager. Ça mérite. Parce que je crois que tout ce qui vient de faire maintenant, l'a tellement parlé différents domaines d'intervention
des avocats que vous êtes, ainsi que la matière même qu'on faille connaître. Nous avons plusieurs professionnels, des magistrats, c'est pourquoi vous avez parlé des architectes, vous avez parlé du secteur médical, voilà, ok. Comme j'avais la pensée de soutenir les avocats, j'ai compris que le message était adressé à plusieurs domaines d'activité, et c'est qui est une très bonne chose. Et même si l'Assemblée était constituée en majorité ou même exclusivement des avocats, je peux vous dire que c'est indispensable pour que les avocats puissent maîtriser ces choses. Parce qu'un avocat, c'est quelqu'un qui frappe à toutes les portes et qui défend les gens dans tous les domaines. Donc, il est sans frontières. C'est pourquoi je suis très très content. Et je peux dire que dans ce qu'il a dit, quand vous parcourez les détails de tout ce qu'il a présenté, il y a un produit ou une police d'assurance principale pour toute laquelle il a fait l'exposé pour se prévenir de tous les risques, pour pouvoir se mettre en sécurité et éviter que du jour au lendemain on soit dans des situations très compliquées et qu'on puisse même faire faillite dans cette activité. C'est la police d'assurance responsabilité civile. Et je pense bien qu'en différents domaines qu'il a évoqués, toutes les activités qu'il a évoquées, ainsi que les risques que l'on court, les garanties qui doivent accompagner ces domaines d'activité, je pense que c'est avec sa permission, il faudra peut-être penser à organiser un séminaire. Pourquoi? Parce que lorsque on a le temps d'entrer en profondeur des choses, bien sûr, pas pour faire de vous des assureurs, mais il faut bien des connaissances essentielles. Je pense que tout le monde pourra évoluer de manière prudente dans ce qu'il fait. C'est quoi le patrimoine de l'homme? Nous commençons par sa propre santé. Votre santé, c'est le premier patrimoine que Dieu vous a donné, parce que sans cela, vous ne pouvez absolument rien faire. C'est pourquoi vous verrez qu'on parle de produits d'assurance santé. Il y a aussi plusieurs autres produits d'assurance qui sont dans la branche non-vie. Bien sûr, du patrimoine. Nous avons tous les biens matériels, les véhicules, c'est pourquoi voyons pas l'assurance automobile qui entre dans la branche non-vie. Il y a l'incendie qui concerne tout ce qui est les biens immobiliers, et vous avez plusieurs autres polices d'assurance dans la non-vie. Donc, tout ce qui est bien appartenant à l'homme peut trouver une police d'assurance correspondante pour pouvoir l'accompagner. Pourquoi? Parce que l'homme s'est dit, ça peut arriver un jour que le bien que je possède puisse disparaître alors que j'en ai encore besoin. Comment faire pour pouvoir le récupérer, le retrouver et continuer ma marche? Si c'est perdu, c'est irrécupérable, l'assureur dit ok, moi je m'engage sur base d'un contrat de te garantir que le jour où le pire arrive, moi je vais indemniser pour que tu récupères ton bien. Deuxième question à laquelle il répond, l'assuré ou le partenaire dit, mais si c'est bien que je possède cause de dommages à la tierce partie, je fais comment? Je vais aller puiser dans ma réserve en banque pour venir réparer les dommages? L'assureur dit non, tu peux encore venir chez moi, je vais te donner une couverture d'assurance, je vais me porter garant pour que si ton bien cause dommage au tiers, moi je vais indemniser.
C'est comme ça que ça se joue dans la branche non-vie. C'est quoi vous entendez parler de l'assurance automobile? Si votre véhicule est assuré pour le dommage qu'il peut subir, qu'on appelle tout risque, qu'il soit cogné, que vous ayez vous-même cogné et qu'il est endommagé ou même déclassé, l'assureur, parce qu'il s'est engagé, il va réparer. Tu as pris cela pour ton bureau, pour vos entrepôts, pour votre maison. S'il y a incendie ou toute autre catastrophe qui puisse endommager cette maison, l'assureur devra indemniser. C'est là que nous parlons de l'assurance incendie. Là, c'est quand il y a eu l'événement incendie qui a ravagé votre maison ou vos bureaux. Mais ça peut aussi arriver qu'il y ait d'autres événements qui puissent détruire votre maison, vos bureaux ou vos bâtiments. Par exemple, il y a fuite d'eau dans les murs ou bien dans les installations et que cette fuite d'eau est allée jusqu'à toucher la fondation, déséquilibrer la structure et qu'il y a fissure et qu'il faut soit démolir, reprendre ou partiellement réparer. Dans la même police d'assurance, il est possible de pouvoir se faire rembourser ou bien faire réparer cela par l'assureur. C'est ce que nous appelons la police d'assurance multi-risque entreprise. Quand il s'agit des biens appartenant à l'entreprise, multi-risque habitation, quand il s'agit d'une maison d'habitation. Donc là, nous sommes dans la branche non-vie. J'ai parlé de l'automobile. En passant, j'ai parlé de l'incendie et j'ai ajouté l'extension à l'incendie pour dire que l'incendie ne peut pas être seulement seul. Il peut y avoir d'autres événements à part l'incendie, comme dégâts causés par les eaux ou bien fuite d'eau dans les installations. C'est ce qui donne lié plutôt à la police que nous appelons multi-risque, entreprise ou habitation. Il y a aussi des cas de vol avec effraction. Ça entre toujours dans la police multi-risque, entreprise ou multi-risque, habitation. Là, c'est ce qui entre dans la branche non-vie. J'ai parlé en passant de la santé, que ce soit votre santé ou la santé du personnel de votre structure, c'est toujours l'assurance dans la branche non-vie. Et l'assurance santé aujourd'hui, Activa donne la possibilité que vous puissiez souscrire en tant que personne morale, tout qu'on peut aussi souscrire en tant que personne physique. Parce qu'il y a une police d'assurance qu'on a simplifiée, Santé Plus. Tu peux venir seul, tu veux prendre cette assurance. Au cas où je tombe malade, vous avez un réseau médical, vous allez vous faire soigner, moyennant la présentation de votre carte d'assurance santé. Et ce réseau-là, il est national. Et vous pouvez même souscrire pour votre famille restreinte. Vous pouvez aussi souscrire même pour le personnel de votre maison de ménage. Ou même les connaissances, cousins, cousines qui dépendent de vous. Donc vous savez que s'il est malade, il va crier au secours à tonton ou à tantine. Ou d'autres même ont toujours des maladies imaginaires, mais qui ponctionnent vos finances. Chaque fois, il viendra, s'il vous dit, je n'ai pas dormi hier, j'ai mal où? Partout. Et quand vous le voyez, vous-même, vous n'êtes pas médecin, mais vous le regardez, vous avez pitié. Or, en réalité, dedans, il n'y a rien. Dès que tu dis, je n'ai rien, mais bon, quand même, c'est $50, va vite, qu'on te fasse l'examen, achète les produits. Dès qu'il sort, ces $50 sont allés dans autre chose. Comme il ne te fera jamais le rapport, c'est passé. Or, ce sont des choses telles qu'on peut contourner en prenant une assurance pour ces personnes qui bon, si tu tombes malade, tu peux aller à l'hôpital, tu as le réseau, tu peux te faire soigner. Voilà. Donc, il y a cette assurance, il y a aussi plusieurs autres assurances. Dans la branche non-vie, nous avons pratiquement 22 produits d'assurance, sans compter les sous-produits que nous pouvons aussi même développer selon vos besoins. Je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps. C'est pourquoi je disais que vraiment il faut même un séminaire pour faire cela. Mais en dehors des produits d'assurance
non-vie, de la branche non-vie. Nous avons aussi les produits d'assurance vie. C'est pourquoi j'ai parlé des deux branches, non-vie et vie. Les produits d'assurance ou bien la branche vie s'occupe de tous les produits d'assurance qui touchent à la vie humaine. C'est là que vous entendrez parler de l'assurance décès. Connaissant plus ou moins l'auditoire, c'est-à-dire il est composé essentiellement de juristes. Avant que je ne place ces deux mots, j'ai voulu embrayer juste sur le dernier propos de mon collègue Sylvain, en parlant par exemple de l'assurance Minerval. Ce n'est pas mon propos, mais je veux juste dire qu'il est maintenant important de souscrire surtout à l'assurance vie. Pourquoi? Ça épargne les enfants ou aux enfants le souci d'une succession souvent mal organisée et souvent disputée. Je m'explique. Nous connaissons la masse successorale. Nous connaissons la masse des héritiers qui ont droit à la succession. Mais maintenant, avec les assurances, il est permis de sortir un morceau de votre patrimoine pour le confier à des personnes bien déterminées, nommément désignées ou qualitativement désignées. Et ce morceau du patrimoine ne fait pas partie vraiment du patrimoine successoral. Quel est l'avantage de cela? Imaginez, vous avez laissé $1 million et les enfants sont encore mineurs. Les oncles, ils viennent s'aimer la pagaille et généralement, les enfants, ils ne gagnent presque rien. Mais si vous avez souscrit à des produits spécifiques d'assurance, vous aurez désigné vos enfants comme bénéficiaires et il n'y a que eux qui pourront aller auprès de l'assureur pour toucher le montant que vous aurez vous-même déterminé avec l'assureur. Je vous dis, nous venons de vivre un tel cas où un monsieur sentant sa mort venir, prévu de partager avec vous, sachant que vous êtes tous, si pas la majorité, des juristes. Je vais vous décevoir, je n'ai pas prévu de parler beaucoup plus des assurances professionnelles. J'ai voulu parler du contentieux en assurance. C'est vrai, avant que l'assurance ne soit professionnelle, c'est d'abord un contrat. Et nous devons le prendre comme tel. Si c'est un contrat, il y a deux parties. Le souscripteur et l'assureur. L'assureur, lui, ne peut être qu'une personne morale, pas une personne physique. C'est ainsi que vous voyez, il y a souvent des courtiers qui se présentent en assureur. Ce sont des intermédiaires en assurance. Et s'il y a deux contrats, il est important de connaître quelles sont les obligations de chacune de parties. Puisque c'est sur base de ces obligations que tout se joue. L'assureur n'a qu'une seule obligation. Je puis dire une seule. Il promet une prestation en cas de réalisation du sinistre. Si le risque assuré se réalise, vous qui êtes assuré, vous avez droit à la prestation promise. Mais à charge du souscripteur, il y a trois obligations principales. La première, c'est de déclarer le risque. Puisque tout tourne autour du risque. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'assurance. C'est quoi le risque? Quand est-ce qu'il doit être déclaré? Par qui il doit être déclaré? Comment il doit être déclaré? Vous déclarez le risque. Si en cours de la vie du contrat, il y a sinistre, vous déclarez aussi le sinistre. Mais avant de venir déclarer le sinistre, c'est que le contrat a commencé par courir. Vous devez donc payer la prime. Alors, quand j'ai vu, il y a cette assurance-là, justement, ce programme-là, mais est-ce qu'il y a possibilité, naturellement, à niveau international, vous avez dit qu'il y a possibilité aussi, soit couvert, les Minerval soient couverts au niveau international, est-ce qu'il y a aussi possibilité que, en dehors des Minerval, qu'il y ait aussi, peut-être dans le cadre de ces contrats, un fonds qui sera destiné à ces étudiants-là, qui puissent recevoir de l'argent régulièrement. On ne pourrait pas peut-être assimiler ça à une microfinance, mais
une assurance pour que voilà, régulièrement l'assurance que le parent a eue a une obligation de moyens par son erreur de procédure ou son erreur de choix. Peut-il être tenu responsable d'un échec lors d'un procès, par exemple? En cas de forclusion, il peut engager sa responsabilité, sans tenir compte qu'il a une obligation qui n'est pas forcément de résultat. Vous voyez? Il y a aussi des cas de la violation du secret professionnel. C'est quoi la violation du secret professionnel? C'est les cas, par exemple, un avocat, il est sur un dossier et autour d'une bière ou avec ses amis, il commence à parler du dossier avec des personnes qui ne sont pas censées connaître le contenu du dossier. Il engage sa responsabilité. Il peut arriver aussi que l'avocat, pendant qu'il échange avec d'autres personnes, il cite le nom de son client qui, normalement, n'a pas forcément envie que les gens sachent qu'il a un problème judiciaire. Il peut engager aussi sa responsabilité. L'école maternelle, je ne sais pas si c'est possible que l'on vienne souscrire pour son enfant qui est déjà, par exemple, en première humanité ou bien en deuxième, quelque chose du genre. Un réassureur, c'est une société qui est dans le secteur d'assurance et dont l'activité consiste à assurer les compagnies d'assurance. Et les compagnies d'assurance qui exercent dans notre pays versent auprès de ces réassureurs une prime. Qu'à cela ne tienne, on laisse les cas de réassureurs. Nous avons l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, qui est l'ARCA. L'ARCA, parmi ses missions, consiste à assurer d'abord la meilleure santé financière des compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance sont tenues de façon annuelle à déclarer auprès de l'ARCA leur situation financière. Ils ont ce qu'on appelle un fonds propre qui est destiné à garantir les sinistres, le paiement des sinistres. Alors, avec la libéralisation du marché et la mise en place de l'ARCA, nous avons beaucoup de garanties qui font qu'aujourd'hui, il n'y a pas à craindre sur la santé financière des sociétés d'assurance. D'autant plus que l'ARCA a la mission de veiller aux intérêts des assurés, mais aussi de veiller au respect des textes, mais aussi de s'assurer que les sociétés d'assurance soient en mesure de payer les indemnités du sinistre. Et donc, c'est notre préoccupation. Les compagnies d'assurance, comme surtout Activa, ne va pas du tout disparaître en 20 ans, ni dans 30 ans, ni dans 50 ans, d'autant plus que c'est un groupe qui est solide et reconnu dans notre continent. Je suis Maître Loupetou Sidi Béchek, je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete, expert en assurance et doctrinaire en droit au WADA. Je suis donc l'organisateur du masterclass qui a eu lieu aujourd'hui, le 26 avril 2025, à Silicon Village. Aujourd'hui, j'ai parlé de plusieurs produits assurantiels pour sensibiliser le professionnel de plusieurs milieux du travail. Alors, l'objectif, c'était de déterminer, savoir, c'est-à-dire leur dire quels sont les contrats d'assurance qu'il fallait souscrire dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle. L'essentiel de ces masterclass a consisté à sensibiliser les professionnels sur l'activité qu'ils exercent, sur la couverture qu'ils peuvent avoir dans le cadre de l'exercice de leur activité, mais aussi la souscription de plusieurs produits assurantiels qui sont nécessaires dans le cadre professionnel. L'état des lieux de notre marché d'assurance en République démocratique du Congo
est un peu en évolution. Les chiffres sont en progression parce que lorsqu'on regarde le rapport annuel de l'ARCA, celui-ci nous a démontré que les chiffres sont en constante augmentation. Mais cela n'empêche pas de sensibiliser plus souvent sur le produit assurantiel. Aujourd'hui, il nous manque la culture de l'assurance. Beaucoup de nos compatriotes ne souscrivent pas aux produits assurantiels, plus précisément aux produits qui sont obligatoires, alors que les objectifs du marché, pour les atteindre, nécessitent assez que les gens y souscrivent. Alors, l'état généraux de l'état de lieu des assurances ou de l'assurance, du secteur d'assurance en République démocratique du Congo démontre également que le taux de pénétration du marché est insuffisant, voire très bas. Alors, pour aller chercher les objectifs du marché, pour que le taux de pénétration puisse atteindre ne fût-ce que 10% du marché, il faut faire de la sensibilisation, de la communication autour des produits assurantiels. D'ailleurs, j'incite les assureurs à prendre ces démarches à cœur pour venir mieux sensibiliser ensemble les personnes qui doivent souscrire aux produits assurantiels. Aujourd'hui, dans le cadre de cette activité, mon partenaire Activa Assurance m'a soutenu et nous avons donc, dans le cadre de cette masterclass, sensibilisé plusieurs professionnels. Nous avons reçu des avocats, des magistrats, des architectes, des professionnels du secteur médical également et certains banquiers.